La légende dit que la végétation se serait mise à refleurir en plein mois de novembre, tandis que l'on remontait la dépouille de Saint-Martin par la Loire, de Cande à Tours. Il m'en faut pas plus pour avoir envie, moi aussi, de faire ce chemin et pourquoi pas faire quelques belles rencontres. Nous partirons en Touraine, à la confluence de la Loire et de la Vienne, là où mourut Saint Martin en l'an 397, bien loin de sa Hongrie natale. Comme cet infatigable voyageur, précurseur du partage citoyen, j'irai marcher moi aussi aux côtés des marcheurs pèlerins, en compagnie de Jean-François Pinault, sur un chemin qui n'est pas sans en rappeler un autre. Un petit Saint-Jacques de Compostelle, tout petit bien sûr, c'est modeste chez nous. Au cœur du village, je pousserai la porte de l'atelier parfumé de Nicolas de Bary. Fraîchement installé dans l'ancien hôtel-dieu de la Collégiale, esthète, parfumeur et amateur d'histoire, il me racontera sa passion pour les parfums dont il connaît vraiment tous les secrets. Oui. Alors il faut que je devine. Qui est-ce ? Ah, bien joué. C'est très fort en jasmin et donc c'est nécessairement la reine Margot. Ah, trop fort. Nous franchirons la Loire vers Ingrande de Touraine pour cuisiner avec Vincent Simon. Locavore, ce restaurateur belge ligérien de cœur, a posé ses marmites dans les vignes pour partager son amour du bien manger. On n'a aucun talent de restaurateur, on est juste des cuisiniers. On met justement simplement en œuvre ce qu'on a produit. Alors qu'il travaille dans le tourisme, c'est par hasard, dans un livre en 1992, qu'Antoine Sellos découvre l'histoire de Saint-Martin. 10 ans plus tard, il crée un centre culturel dédié pour valoriser le patrimoine commun de cet homme qu'il admire. Mais comment est-ce que ce petit village-là de 240 habitants au maximum, au bord de Loire, prend une telle ampleur dans l'histoire de ce Saint-Martin ? En fait, tu sais, Sylvie, ici, c'est un endroit absolument extraordinaire puisque c'est le lieu où Saint-Martin est mort à 81 ans. Donc, évidemment, de toute l'Europe, on vient aujourd'hui en pèlerinage à Cande-Saint-Martin sur le lieu de mort de Saint-Martin. Ce qui explique ces marches comme ça, tellement creusées par les pas, les voyageurs, voilà. Les visiteurs. Les voyageurs, et puis c'était également sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc en fait, les pèlerins s'arrêtaient aussi en allant à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Tours, et en particulier à Cande-Saint-Martin avant d'arriver à Tours. La vie du saint commence en Pannonie, l'actuelle Hongrie, dans une famille païenne. Élevé en Italie par un père militaire, enrôlé dans l'armée romaine à 15 ans, c'est lors d'une garnison en Gaule que sa vie bascule. C'est à Amiens que, soldat, tout d'un coup, il rencontre un pauvre par nuit très très froide et il va couper son manteau en deux en fait pour le donner à ce pauvre. Et la nuit qui suit, en songe, le Christ va lui apparaître et va lui dire quand tu as donné ton manteau au plus petit, c'était moi que tu l'as donné. Et c'est là où Saint-Martin évidemment va changer complètement de vie, va demander son baptême et puis va aller rencontrer l'évêque de Poitiers qui va être son formateur. Il va fonder la première abbaye qui est Ligugé près de Poitiers, et puis il fondera également les premières églises rurales. C'est-à-dire qu'en fait, en Touraine, les 6 premières églises rurales, c'est Saint-Martin de Tours. Et Cande-Saint-Martin est une de ces 6 églises. On va arriver en fait dans la petite chapelle, le lieu où serait mort en fait Saint-Martin. On va pouvoir d'ailleurs voir l'inscription au sol. Ici, Saint-Martin est mort donc le 8 novembre 397. Et puis alors sur le côté gauche, il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire, c'est ce vitrail de Lobin et qui raconte en fait l'enlèvement de Saint-Martin par les moines de Tours qui l'ont subtilisé en fait lorsque les moines de Poitiers qui étaient également présents en fait à Cande se sont endormis et puis les Tourangeaux ont pris le corps de Saint-Martin qu'ils ont emmenés en fait par la fenêtre et qu'ils ont été déposés sur le bateau qui va remonter la Loire du 8 au 11 novembre, puisque le 11 novembre, ça va être le jour de l'enterrement de Saint-Martin. On peut imaginer que du coup, la dépouille de Saint-Martin a été embarquée ici pour remonter jusqu'à Tours. C'est ça. Sur la rivière. Alors on peut imaginer déjà effectivement les moines emmenant le corps, le déposant sur un bateau à fond plat. Et en fait la légende est racontée à la Chapelle-sur-Loire où les bords de Loire seraient mis à refleurir, ce
qu'on appelle l'été de la Saint-Martin. Et en fait, c'est surtout le renouveau du beau temps au moment de l'entrée dans l'hiver. C'est l'effet inverse des seins de glace où on rentre logiquement dans l'été. Et en fait, il y a de nouveau un temps très froid à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te pencher à ce point dans l'histoire de Saint-Martin, de créer le centre culturel européen de Saint-Martin de Tours et d'être totalement plongé dans Saint-Martin? En fait, c'est relativement simple. Beaucoup de gens connaissent Saint-Martin qui coupe son manteau en deux, le soldat qui coupe son manteau en deux. Et en fait, on s'aperçoit quand on étudie sa vie que c'est un personnage qui a une histoire absolument incroyable. Fondateur des premières abbayes dans le monde occidental, fondateur des premières églises rurales. Et puis, il a circulé sur toute l'Europe déjà au IVe siècle. C'est un personnage déjà européen avant l'heure. En Touraine, il existe 3 chemins sur les pas du Saint pour découvrir le patrimoine martinien entre abbayes, stèles et statues, comme ici à Lernay, où je rejoins un joyeux groupe de marcheurs pèlerins emmenés par Jean-François Pinault, jeune retraité et nouveau marcheur. Ça, c'est un premier point de départ, Jean-François? Non. Enfin, ça peut être un point de départ, mais le point de départ de C'est toujours l'étape, une gare, de toute façon. Voilà, C'est donc ça c'est Chinon. D'accord. Hein, Les boucles de Touraine, il y en a 3? Oui, il y a le chemin de Trèves, le chemin de Ligugé et puis celui-ci, Chinon, le chemin de l'été de la Saint-Martin, de Chinon à Tours. Qui suit vraiment le chemin de la remontée de sa dépouille jusqu'à Tours. À partir de Cande. À partir de Cande, bien sûr. Là, cette petite portion, elle fait quelle distance alors? Là, c'est une grande portion. Si on fait Chinon-Cande, c'est 37 km. Et pourquoi vous avez voulu qu'on se retrouve ici à Lernay? Il y a une raison particulière? Parce qu'on est dans la capitale des statues de Saint-Martin, capitale de l'Indre-et-Loire. Ah, le voilà. Il y a tellement de belles choses à voir là dans les campagnes. C'est très, très agréable. En partant le matin de bonne heure. Comme ce matin, vous auriez pu filmer un beau lever de soleil. Qu'est-ce qui vous dit qu'on l'a pas fait? Ah non, vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez même pas vu. Alors là, vous voulez que je vous le montre? Allez-y. Je vous le montre. Le coucher de soleil. Non, de le lever. Ouais. Regardez. C'est quoi oui. ça? Ah oui. Est-ce que c'est pas un lever de soleil? Jocelyne. Non, mais parce que Jean-François me dit oui, si vous étiez venu plus tôt, vous auriez vu le lever de soleil. C'est quoi ça? On est d'accord. On est d'accord. C'est un lever de soleil. Très bien. Continuons. Bon, je n'ai rien dit. Vous vous souvenez pourquoi vous avez commencé à marcher, vous? Eh bien, j'étais renfermé pendant toute ma carrière professionnelle dans un laboratoire, à travailler 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Donc j'avais hâte d'être à la retraite. Et à la retraite, qu'est-ce que l'on peut faire? Je me suis dit, j'aime bien la nature, il faut que je marche. Et j'ai dit à ma femme, je pars à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est ce chemin que vous avez fait vers Compostelle qui vous a donné envie de vous investir dans celui-ci? Oui, c'est tellement beau. Et puis, il y a eu tellement d'échanges et de découvertes, de partages, que là, on se rend compte que ce que l'on a à notre porte, il faut l'entretenir, il faut le faire vivre et puis le partager. Je laisse Jean-François et ses amis marcheurs continuer le chemin pour suivre une autre route, celle des reliques du Saint jusqu'à la basilique Saint-Martin de Tours. Car si pour Saint-Martin, tout finit à Cande, pour Donatien Mazzani, auteur d'une thèse à son sujet, c'est là que tout commence. La première anecdote qu'il me raconte est sa version des faits du vol du corps du saint. Les Tourangeaux profitent du sommeil des Poitevins pour passer le corps par la fenêtre, le transporter sur la Loire jusqu'à Tours. Et à son arrivée à Tours, le corps est déposé dans un petit quartier de pêcheurs
Et l'endroit où le corps a été déposé va devenir par la suite la chapelle du Petit Saint-Martin. Le corps de Saint-Martin est ensuite transporté jusqu'au cimetière des pauvres. Il est enterré le 11 novembre 397 à l'endroit où la basilique actuelle est édifiée. L'affluence des pèlerins est telle qu'une ville s'organise autour de la basilique. On l'appelle la Martinopole. Les reliques y sont conservées précieusement. Alors les reliques de Saint-Martin sont réputées pour leur virtus, c'est-à-dire leur pouvoir, leur super pouvoir qui guérissent de toutes les maladies. Les pèlerins viennent toucher le tombeau pour guérir et Grégoire de Tours nous rapporte que si l'on gratte un petit peu le tombeau avec ses ongles, on dissout la poudre qu'on a récupérée dans de l'eau, on boit l'eau et on guérit de toutes les maladies, notamment la dysenterie. Les reliques non corporelles, comme le manteau du saint, étaient emmenées par les rois mérovingiens sur les champs de bataille pour remporter les victoires. La légende raconte aussi que lorsque les Vikings assiègent la ville de Tours en 903, les Tourangeaux amènent le corps entier de Saint-Martin sur les remparts gallo-romains. Les Vikings, à la vue du corps, prennent peur et fuient. Encore un effet de la virtus de Saint-Martin. Quand on montre des représentations de l'époque, c'est comme dans Indiana Jones au début, là, quand on voit tous les rayons qui sortent. Là, c'est tous les rayons qui sortent du corps de Saint-Martin et voilà, c'est la virtus. Bonjour. Ah forcément, on vous regarde, on a envie, hein. Je retrouve la campagne près de la Vienne alors que la Candaise approche. Jérôme Barbeau est éducateur à l'environnement. Il me raconte comment, grâce à cette toux cabanée, il offre une découverte sensorielle du milieu. Une approche avant tout conviviale qu'il partage avec tous les publics. Une action citoyenne en phase avec les valeurs de Saint-Martin. Alors forcément, j'embarque moi aussi. Alors là, on va juste faire un petit tour, on va redescendre jusqu'à Confluence, comme ça vous verrez Cande de par l'eau, vous allez voir, c'est l'endroit vraiment sympathique. Ouais. Et puis après, on s'amarrera sur la berge tranquillement, voilà. Juste le temps de profiter un petit peu. Super. C'est un super lien social, C'est la un rivière. très très bon lien social, la rivière. C'est un des meilleurs liens sociaux. Je pense que historiquement, ça a toujours été un lien avec l'extérieur et avec les autres villages et les autres villes aux alentours. Donc ça reste ce lien-là qui est toujours présent aussi. Le monde ligérien est quand même un monde... voilà, on sait que ça descend ou ça monte assez facilement. Que ce soit les informations, les connaissances ou autres. Tu fais un vrai boulot de passeur, du coup. Ah, un peu plus que passeur. Hein, Mais passeur de lien social. Ah, hein. passeur de lien social, oui. Tu vois, passeur de Loire et passeur de lien social. Ah, ça me va, ça me va. Retour à terre pour découvrir l'atelier d'un personnage atypique. C'est ici, au cœur du village, que Nicolas de Barry, entre deux masterclass, s'est récemment installé. Maître parfumeur reconnu, ce globe-trotteur est très attaché aux matières premières naturelles. Il est intarissable sur le mystérieux bois d'aloès, une essence prisée qu'il travaille depuis plus de 20 ans. Vous avez une essence fétiche, je crois. En tout cas, ce fameux oud. Voilà, ça c'est Je ne sais pas si vous obsède, mais il vous fascine un peu. Ah ben c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et depuis quelques années, c'est un produit qui était complètement confidentiel, qui est devenu à la mode sous le nom de oud, qui est la terminologie arabe. Pourquoi? Parce que ça s'utilise beaucoup au Moyen-Orient. Alors, tout seul, vous allez me dire, c'est pas renversant. Mais c'est extrêmement puissant. C'est très cuir, très masculin. Oui, c'est très lourd, très complexe. Pour tout vous dire, le Christ a été embaumé après la descente de croix par un mélange de myrrhe et de bois d'aloès, de oud. C'est quoi la dernière création que vous ayez dans laquelle rentre le oud?
Alors justement, quand je me suis installé ici, au mois de mars, et que j'ai découvert mon voisin, Saint-Martin, et en plus c'était l'année martinienne, je me suis dit, comme il faut que je vienne avec un cadeau à lui faire au moment où je m'installe juste en face de chez lui. Vous avez vu, je suis juste en face de la collégiale. Et donc, ça m'a inspiré un baume, parce qu'à l'époque romaine, on utilisait beaucoup les parfums, mais pas comme on les utilise aujourd'hui. Et donc, j'ai créé un parfum solide, un baume, que j'ai appelé baume de Martin, en m'inspirant des recettes qu'on trouve dans les traités de l'époque romaine, il y en a beaucoup. Mais alors du coup, qu'est-ce que vous avez imaginé pour rentrer dans la composition de ce baume de Martin? Bon, vous voulez qu'on le sente? Ah bah oui, il est bien là, sûr. allons-y. Voici à quoi ressemble un baume. C'est très concentré puisqu'on met les mêmes matières premières que dans un parfum moderne. On met son doigt, c'est calculé pour, donc ça fond très légèrement quand on met son doigt. Essayez. Ouais. J'essaie de deviner ce qu'il peut y avoir. Alors, devinez. Alors à l'époque romaine... La rose? Oui, un peu de rose, bravo. Et moi, j'ai rajouté 2 matières premières très utilisées à l'époque et qui avaient été utilisées pour l'embaumement du Christ, c'est-à-dire, encore une fois, la myrrhe et le bois d'aloès. C'est un peu mon clin d'œil à Saint-Martin. J'ai mis ces 2 matières premières dans le baume. En rentrant, j'ai vu tous vos petits parfums là. Forcément, ça me questionne. Hein. Oui. Parce que j'ai cru reconnaître certains personnages célèbres. Est-ce que ce sont leurs parfums? Voilà, Casanova, moi j'avais vu la Reine Margot et la Pompadour. C'est quoi l'histoire derrière hein? Ça a été une opportunité, ça a été George Sand, mon premier parfum historique. C'est des parfums historiques. Voilà. Je peux faire quelque chose hein? Fermez les yeux. Oui, Vous avez bien les yeux fermés, hein? oui, Vous avez les yeux fermés. oui. Alors il faut que je devine ce Qui que est-ce? c'est. Ah, bien joué! Ben, c'est très fort en jasmin, et donc c'est nécessairement la Reine Margot. Ah, trop fort! À l'époque, on ne fait pas des choses très complexes. Et on a retrouvé, là aussi avec une biographe de Marguerite de Valois, qui s'appelle Janine Garançon, qui travaillait aux Archives nationales, elle a retrouvé la comptabilité de la reine. Et elle achetait régulièrement 3 matières premières. Concrète de jasmin, musc, ambre. 3 matières premières. Alors évidemment, ça donne un parfum un peu rude, un peu rustique, mais magnifique, parce que vous avez 3 matières premières somptueuses. Pour être en phase avec notre époque un peu 2.0 et sa kyrielle de nouvelles technologies, le Centre culturel de Saint-Martin a géolocalisé le chemin de Saint-Martin en Touraine sur sa longueur, 300 km, et 10 km de chaque côté du chemin. Concrètement, ça se traduit par une application, bande verte et citoyenne, qui répertorie les actions menées en matière de protection de l'environnement des restaurateurs et des producteurs locaux. Par exemple, dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres, si on dit qu'on a un petit creux et qu'on a envie de grignoter, local, bio et évidemment des légumes de saison, qu'est-ce qu'on trouve? Tac, bingo, à Ingrande, il y a Vincent Simon, cuisinier de campagne. Peut-être pas mal d'aller lui faire un petit coucou, non? 20 km plus loin donc, me voilà au cœur de l'appellation Bourgueil. C'est lui qui a amené Vincent ici, le vin. L'accueil des vignerons et la diversité des produits ont fait le reste. Depuis 4 ans, il cultive ses légumes, élève ses volailles et cuisine pour une poignée de privilégiés. 5 tables, pas plus, faire peu, mais bien, c'est son credo. Je cherche un cuisinier de campagne. Bonjour. Quelque chose me dit que j'en ai trouvé Oui, un. dans un jardin. Dans un jardin, un beau jardin. Bonjour. La campagne est belle et puis la non Touraine, c'est les jardins de la France, toutes les productions végétales, rien de grand, mais tout en bonne petite production. Donc, Et là-dedans, alors, par exemple, c'est ça, là? C'est ce que vous venez de oui. Donc, trouver les carottes, les betteraves, le chou. Des bébés carottes, hein? Mais c'est quand c'est petit, c'est le meilleur. C'est tout l'intérêt. La carotte, ça se croque. Regardez comme c'est juteux, c'est lumineux. Et puis, il y a la viande qu'on entend pas loin. Voilà.
C'est ça. Les poules, mais c'était ça, les fermes dans les années 30-40, c'était quoi? C'était de la polyculture. Donc le fumier de mes poules sert à mon potager. Tous mes déchets de légumes retournent à mes poules qui me font des œufs. Et voilà, on est dans l'esprit vraiment, c'est même pas 0 km, c'est 50 mètres. Et ça nous permet justement d'être créatifs, d'avoir que des plats qui sortent de nos propres productions. Ça veut dire que tout ce que vous préparez dans votre cuisine, qui est j'imagine dans cette grande et belle maison, Voilà. ça vient de ce généreux placard Voilà, en plein air. voilà, oui. En fait, c'est un frigo à ciel ouvert. Remarquez frigo, là on a une super belle arrière-saison quand même. Ça, c'est top. Ça, Donc du c'est coup, l'été de la Saint-Martin. c'est l'été de la Saint-Martin, bien vu. Qu'est-ce qu'on a dans le placard alors en ce moment? J'ai vu des carottes, Les des carottes, betteraves. les betteraves, les choux, les topinambours, les céleris, les rutabagas, tout ça vient, les topinambours, solembous, les grandes tiges. Pourquoi vous êtes venu ici en Touraine, hein? Retournez-vous. Vous voyez la vue. C'est renversant. C'est un coup de pelle. Voilà. Non mais, vous voyez, c'est ça. Voyez là, on enlève la maison, là on est là, sur le côté gauche. Là. Vous voyez arriver Louis XIV dans une calèche ou des vikings sur un dracard sur la Loire, c'est possible. C'est pour ça qu'on est venu. Donc cuisinier de campagne et poète. Ah ouais, pas mal celui-ci. Et la qualité de la terre, c'est un sol légèrement sableux, avec un peu d'argile. Ah, ils sont super bons, ils Ah, sont, mais ils c'est sont normal. vraiment le panais quoi. Ouais, ça, C'est logique. plus court on peut pas. Hein. Plus court, plus frais. Non mais c'est pour ça, nous, on n'a aucun talent de restaurateur, on est juste des cuisiniers. On met justement, simplement en œuvre ce qu'on a produit. Et ça se fait naturellement et simplement. C'est tout l'art d'un bon cuisinier, c'est d'avoir des bons produits. C'est ça qui fait la merveille de la cuisine. Bon, et le rayon boucherie alors, il est où? Volaille, petit gibier, c'est l'écaille. Les lapins sont par là. Et donc on a plus ou moins 250-300 volailles. Il y en a une partie qui est ici, en sachant qu'elle court évidemment dans la vigne, elle mange l'herbe et les insectes. Là, il y a des poules dans la vigne. Là, il y a 250 poules Non. dans la vigne. Je vais aller voir ça. Allons-y. Salut les filles. Je crois que c'est la première fois que je vois des poules autorisées à picorer et à gambader dans les vignes. C'est un truc pas commun quand même. Hein. Mais oui, mais c'est dommage parce qu'il y a énormément d'interactions entre l'animal et le végétal. Les principes même, l'origine, l'essence même de la biodynamie, c'est ça. On utilise le végétal et l'animal pour valoriser chaque production. Ce qui est très intéressant ici, c'est que beaucoup moins de passage de tracteurs. Donc le vigneron a d'une certaine façon moins de travail parce que l'herbe elle est tondue, les poules mangent des insectes. Et nous, on a des volailles qui sont en pleine liberté avec le gros avantage de la vigne qui est un paravent à ciel ouvert. Donc c'est-à-dire que toutes les volailles qui n'aiment pas le soleil se promènent continuellement à l'ombre. Qui a eu cette idée folle? Il faut un surréaliste belge. J'en étais sûre. Hein. Est-ce que ce qu'on fait là, c'est un peu comme ça que ça marche tout le temps, Vincent? C'est-à-dire, Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui. On va voir ce qu'il y a dans le grand placard géant plein Dans air. le grand placard géant, c'est lui qui nous inspire, qui inspire nos menus. Donc chaque jour, on change les menus, on change les accompagnements. Ça nous permet d'avoir justement... c'est une vie qui suit les saisons. C'est le légume qui nous donne finalement envie de manger chaque jour. Parce que la viande, aussi parfaite soit-elle, elle est un peu identique du 1er janvier au 30 décembre. Tandis que le légume, c'est ce qui va nous amener la variété, qui va finalement donner de l'appétit. Ici, c'est votre maison. C'est notre maison, donc en fait on a fait ce qu'on faisait au XVIIIe siècle, comme on n'est pas des gros propriétaires terriens, on donne à manger aux voyageurs avec ce qu'on produit localement. Donc on a simplement ouvert notre maison à tout à chacun et on sert à manger. Vous avez... Donc c'est 10 couverts, 10 à 15 couverts, c'est un tout petit restaurant. Donc il y a tous les jours 5 ou 6 entrées, 5 ou 6 plats. Qui varient suivant nos productions. Vous avez même le luxe de proposer une carte. Moi, je pensais que c'était juste le même plat pour tout le monde.
Mais non, vous proposez de choisir. Non, parce qu'en fait, moi, je ne supporte pas les habitudes. Donc je ne voudrais pas être cantonné à faire la même chose. Donc quand j'ai envie, je fais. Quand j'ai plus envie, je ne fais pas. Et je n'ai pas envie de faire à manger tout le temps la même chose pour tout le monde. Donc, et puis c'est aussi quand même le plaisir du restaurant, c'est de pouvoir choisir ce qu'on veut. On fait des plats 100% légumes, des plats végétariens. Et on fait des plats à base de volaille, on fait des œufs en meurette. Avec tout ce qu'on produit, finalement, on a largement de quoi faire 5 ou 6 plats différents. On élève nos truites dans les bassins, là. Donc, ça se fait naturellement. Si je vous dis que j'ai faim, ça vous fait plaisir? Ah ben moi, j'ai tout le temps faim. Moi aussi. Ben voilà.